Salut à tous, aujourd'hui petit retour d'expérience sur mes 4 années et demie passées en Polynésie. Alors je dis Polynésie et non Polynésie française, personnellement je n'ai jamais été à l'aise avec ce terme quand on voit le passif de la République française envers ce peuple. Alors je ne suis pas anthropologue, je ne vais pas sortir ma science sans maîtriser le sujet. En revanche, ce que je sais, c'est que c'est un peuple millénaire. Et pour ceux que ça intéresse et qui souhaitent creuser le sujet, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur les peuples issus du triangle polynésien. Et notons que cet audio n'a pas pour vocation de les flatter. Alors on n'oublie pas le passé, par contre je ne suis pas né il y a 200 ans. Donc si vous n'êtes pas prêt à écouter ce que j'ai à dire, sachez qu'il y a de nombreux contenus positifs sur internet concernant la Polynésie. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que ce propos ne concerne que moi et je ne souhaite influencer personne. Autour de cette table, mon rôle à moi, c'est de distribuer des cartes à tout le monde. Je partage uniquement mon vécu, sans détour et sans mensonge. Le premier point que j'aborderai, c'est que quand tu arrives à Tahiti, que tu es français et que tu es blanc, dans tes bagages, il n'y a pas uniquement tes vêtements et tes effets personnels. Et que tu le veuilles ou non, tu apportes avec toi et tu représentes les stigmates du passé. Ce passé colonial que la République française a fait subir à ce peuple millénaire. Après la colonisation, l'évangélisation et des centaines d'essais nucléaires, oui, j'arrive à comprendre que ce peuple ait encore de la rancœur envers la République française. Et c'est terriblement pitoyable. Faire exploser des bombes sur notre terre-mère, irradier des peuples, détruire des écosystèmes, pour enfin se jouer de la naïveté des habitants locaux et des militaires, qui de toute façon n'ont jamais été respectés, ni les uns ni les autres, et encore moins considérés. En ce qui concerne la colonisation et l'asservissement des peuples, loin de moi l'idée de vouloir dédramatiser, mais il n'y a pas que la France qui ait utilisé ce genre de méthode démoniaque. Et même si parfois les deux sont liés, ne confondons pas le gouvernement d'un pays et le peuple de ce même pays. Donc en effet, à Tahiti, quand tu es popara, frani, tes bagages sont déjà chargés. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça, il faut faire avec. Donc c'est en milieu d'année 2020 que j'atterris à Tahiti en Polynésie. Honnêtement, ça n'a jamais été dans mon programme. Mais parfois, en pleine lancée, la vie te stoppe. Quoi qu'il se passe, il faut remonter la pente. Alors j'avais un peu de caillasse, je pratiquais le bodyboard. Avec mon métier, j'avais la possibilité de travailler un peu partout. Et après quelques recherches, je me suis dit que je pouvais tenter l'aventure à Tahiti. Oui, si j'enregistre cet audio à présent, c'est que j'ai quitté leur pays. Et comme je le disais au début, je suis resté là-bas 4 ans et demi. Si j'ai quitté l'Orphénois, c'est que j'ai dû admettre qu'avec le temps, et depuis le début, je n'étais pas le bienvenu. Je vais donc découper mon récit à l'aide de plusieurs exemples. Alors, dire que tous les Tahitiens et Tahitiennes détestent les Français, ça, c'est pas vrai. Ça serait mentir. Par contre, quand tu es français et que tu habites à Tahiti, fais attention, parce que parfois, sans le savoir, tu marches sur des œufs. Comme cette première fois où j'étais au magasin, je voulais acheter des chop pao et de petites bières. Bon, je prends mes articles et je me dirige vers la caisse. Alors, je connaissais pas encore le franc pacifique et j'avais un billet de 10 000 francs. C'est à peu près l'équivalent de 80 €. Et je sais que parfois, dans les petits magasins, les gros billets, ça les arrange pas. Alors, avec un petit sourire gêné, je dis à la dame, désolé madame, j'ai que ça. Et là, directement chienne. De toute façon, vous, les popas, les frani, vous vous croyez toujours supérieurs, vous croyez que vous avez plus d'argent que nous. Et vu que moi, je suis une personne qui n'est pas trop de répartie, bah ça m'a piqué en fait. Parce que clairement, c'était raciste. J'ai pas su quoi dire. Et c'était une madame en plus. Bon, tu prends sur toi, tu te dis, c'est un cas isolé, tu digères ton truc et tu traces ta route. Et puis, avec le temps qui passait, dans la vie au jour le jour, il y avait un truc qui me gênait un peu. À la base, mon secteur de prédilection, c'était entre Papara et la presqu'île. Et même si je suis un banlieusard de base, je suis resté un cutéreux dans l'âme. Tout ça pour dire que quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, premier effort d'intégration, on s'intéresse un minimum à la langue parlée. Alors oui, en Polynésie, ils parlent français. Mais ils sont un peuple à part entière et ils disposent de leur langue. Donc déjà, s'intéresser aux notions de base, c'est le minimum. Et en plus, c'est intéressant. Dans mon quotidien, la chose qui était assez difficile à interpréter, c'est qu'à chaque fois que je disais bonjour en Reo Tahiti, on me répondait en français, et à chaque fois que je disais bonjour en français, on me répondait en Reo Tahiti.
Tu me diras, ce n'était pas grand-chose, mais pour moi, ce n'était pas anodin. Et au bout d'un moment, à force d'être confronté à cette situation, mon interprétation, c'était que la personne face à moi mettait un mur entre nous. Et là, je ne parle ni de détestation, ni de racisme. Mais au bout d'un moment, ça m'a freiné. Et je suis pas en train de vous dire que je voulais apprendre à parler parfaitement le tahitien. Bon, je fais pas ma chochotte et on est d'accord, c'est rien. Mais faut le vivre. Et honnêtement, j'ai jamais vu un Français blanc, qu'il soit expatrié ou même né à Tahiti, être capable d'allonger plus de 2 phrases en réo Tahiti avec un tahitien. Donc, pour information, si on se réfère à l'histoire, et là, merci Google car je ne suis pas historien. La langue tahitienne a été interdite et fortement découragée à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'aux années 1970. Et interdite par qui ? Par la République française. Donc moi, je me dis qu'il y a un lien de cause à effet. Car ce qui s'est passé dans le passé ne s'effacera pas de sitôt. Et pour de nombreux Polynésiens, c'est intrinsèque. Et je le comprends. Mais c'est pas mon grand-père qui cultivait ses patates et qui élevait ses oies dans son jardin en Picardie qui est responsable de cette folie. Alors, selon moi, ce mur était posé de façon certainement inconsciente, comme si c'était pour m'interdire de parler leur langue. Bon, il se passait bien ces petits trucs, par-ci, par-là. Je bossais comme je pouvais et je m'arrangeais pour surfer le plus possible. La plupart des Tahitiens que je côtoyais, hormis au travail, c'était quand je me mettais à l'eau. Ils étaient pour la plupart plus jeunes que moi et ça évitait bien des mots. La fougue et la légèreté de la jeunesse. Comme c'est dommage que ça se tasse avec le temps. La différence d'âge amenait quelque chose de plus pur. Et par le biais de la glisse, nous avions des interactions très enrichissantes. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc moi, je surfais beaucoup la vague de Havey. Non pas que je sois un super gros rider, mais quand même, pour avoir surfé pas mal de vagues, on n'est vraiment pas loin de la perfection. Et quand on en a l'occasion, autant en profiter. C'est lors d'une session avec 2 petits potes locaux, et franchement, le plan d'eau était vraiment clean. On était en train de kiffer dans la bonne ambiance, tout allait bien. Jusqu'au moment où le rageux du village fit son apparition. À peine arrivé, le gars était déjà en train de me fusiller du regard. Bon, au bout d'un moment, ça commençait vraiment à être saoulant et j'ai été le voir. Donc je lui demande pourquoi il me regardait comme ça, parce que moi, je n'avais rien fait. Et puis, hormis mettre une mauvaise ambiance à l'eau, conceptuellement, c'était inutile. Bref, je finis ma session et je me la rentre. Je m'en vais retrouver ma copine au bord, un peu agacée, mais bon, faut faire avec. On avance et on passe à autre chose. Et après tout, c'est pas le premier surfeur débile que je rencontrais dans ma vie. Salut, ça farte. Tout va bien, on relaxe, on est tranquille, ce petit village est magnifique, un petit bijou, il n'y a rien à dire. 10-15 minutes après, le mec avait fini sa session, passe en vélo plus ou moins à côté de nous, il se positionne à une quinzaine de mètres, puis il me fixe, toujours avec son regard très agressif, et avec des gestes de la main, il me demande de venir. Bon, vu son insistance, je me suis décidé à y aller. Alors, pas du tout dans l'idée de me taper, quoi. Plutôt dans l'idée de parler, si c'était possible, afin de désamorcer cette situation idiote. Puisque tout simplement, je pars du principe que l'on vaut mieux que ça. Bon, je vais pas tergiverser, c'est parti en cacahuète en moins de 2, impossibilité de parler. Alors moi je me retrouve au village, à la pointe, à me taper avec un mec envers lequel je n'ai aucune animosité. Je finis par prendre le dessus au corps à corps par étranglement, et pour être honnête, avec l'allonge qu'il avait, il aurait fini par m'atteindre et me mettre un sale coup. Et ouais, c'était totalement débile. Et parfois, face à certains profils, on perd son sang-froid. Donc moi, je me retrouve au sol à étrangler ce mec de façon un peu foireuse. Il me mord le doigt et ça fait super mal. Petit à petit, autour de moi, j'étais en train de discerner qu'on m'encerclait. À ce moment-là, je focalise sur un mec de mon âge ou un peu plus vieux. Je me disais qu'il allait calmer le jeu. En plus, j'étais même pas en train de serrer fort. Je trouvais la situation tellement nulle. J'étais en train de rigoler, quoi. Et subitement, comme si ce n'était pas suffisant, il y a 4 ou 5 mecs qui arrivent en traite, qui me mettent des coups de latte de façon gourmande, et il y en a un d'entre eux qui trouve la bonne idée de m'étrangler par derrière. Le mec, il s'est fait plaisir. Il était en train d'écraser ma pomme d'Adam avec tout son poids. J'ai dû lâcher son pote pour pouvoir me dégager. J'étais à 2 doigts de suffoquer. Alors je m'en sors comme je peux, puis je me relève avec ma demi-pomme d'Adam. Et là, autour de moi, wow, je commençais à comprendre un petit peu mieux la situation. Cette histoire de surfeurs frustrés, gris saupoudrés de petits traîtres sans courage, c'était une chose. Ça, dans l'absolu, on s'en fiche. C'est ce qui s'est passé par la suite qui était grave. Tout autour, il y avait ce mec un peu plus âgé, mais il y avait aussi des femmes et des enfants, plus la bande de sans courage qui s'était fait un malin plaisir de me frapper en traître. Je commence à comprendre que tout ce petit monde était en train de savourer ce moment.
Comme quand tu manges du popcorn au cinéma devant un bon film. Tandis que ma petite amie de l'époque, une meuf du terre-terre bien déter, elle mâchait clairement pas ses mots. Et elle avait raison, même moi j'ai dû l'arrêter. Et après tout, c'était quoi cette histoire? L'hospitalité polynésienne? De toute évidence, ce n'était plus le moment de se voiler la face, la réalité était ce qu'elle était. Puis, dans la foulée, on a eu le droit tous les deux au déroulé des insultes locales. Sale Franny, sale Popa, pot de prépuce qui pue. Ah ouais, ça c'est comique, hein. Seuls les initiés comprendront. Ma petite amie, quant à elle, elle a eu le droit à... Ah, ferme ta gueule, espèce de sale cul avec tes cheveux. Oui, elle était noire. Et les noirs, ils ont des cheveux crépus. T'as compris? Donc tous les deux, entourés par tout ce petit monde, des jeunes adultes, des femmes, des hommes et des enfants. Et la moitié avec le sourire aux lèvres. Moi, ce qui m'a le plus choqué dans cette action, c'est de voir ces quelques femmes qui tenaient par la main leurs enfants et qui nous regardaient avec un air de satisfaction. Ils étaient tous en train de se délecter d'une action et d'une agression raciste envers un homme blanc et une femme noire. On va pas passer par 36 chemins en fait. Et puis le truc, il finissait pas. Non, si. Soyons clairs, on avait affaire à des deux de QI. Ils voulaient que ça continue. Ils étaient en train de réclamer un deuxième round. Non mais ils avaient pas compris que pour moi et ma copine c'était trop. C'était même plus la question de se taper ou pas quoi. C'est que là, se faire agresser de façon aussi violente et raciste, devant des enfants et sans vouloir que ça s'arrête, concrètement, c'était de la diablerie. Déjà que c'était une embrouille débile. Mais ma petite amie, qui s'était fait insulter de sale maigresse parce qu'elle était noire, je vous cache pas qu'après tout ça, sur le chemin du retour, on se posait vraiment la question de savoir si on était les bienvenus en Polynésie. Finalement, cette histoire de baston de regard dans l'eau, c'était juste un prétexte. Ok, d'accord, faut pas faire d'amalgame. Mais pendant quelques jours, faire des sourires aux gens avec la joie dans les yeux, faut que ça redescende. Le temps passe. De mon côté, je commençais vraiment à apprécier de vivre à Tahiti. Et malgré les points négatifs qui me confrontaient à une certaine réalité, j'étais pas dans l'idée de mettre tout le monde dans le même sac. Bon, avec ma petite amie, on était sur la fin de notre relation. Et puis après cette histoire, malgré qu'on se soit séparés, on avait pris la décision de quitter Tahiti. Donc je la fais rapide, voici la fin de ma première année passée à Tahiti. 2 avions, 2 directions, il était temps de prendre le large. Tu parles d'une histoire. J'ai quitté la Polynésie, pas que, mais en partie à cause de ça. Je suis retourné sur l'île de la Réunion, mon île adoptive, en passant par l'Indonésie. Une étape aussi imprévue qu'importante dans mon cheminement. De retour à la Réunion, j'avais repris mon activité, j'avais retrouvé mes amis, tout allait pour le mieux. Mais au fond de moi, Tahiti me rappelait, la Polynésie me rappelait. Donc j'ai fait ce qu'il fallait et j'y suis retourné. Bien déterminé à creuser mon réseau professionnel, rencontrer de nouvelles personnes, avec cette idée de ne pas rester sur un échec, pas d'amalgame, pas de mauvaise énergie. Je me focalisais sur le positif avec résilience et détermination. Alors oui, j'étais conscient qu'en Polynésie, malgré les avantages que j'avais avec mon passeport français, je n'étais pas chez moi. Et quand on n'est pas chez soi, on respecte le peuple, on cherche à s'intégrer et sans s'écraser soi-même, on avance tout doux et on fait profil bas. Donc voilà, je remets ça. Me revoilà à Tahiti. Et comme j'ai dit précédemment, j'apprécie la ruralité. Je préférais assumer 3 heures de trajet aller-retour et être dans mon petit Zion plutôt que de vivre en ville. J'habitais chez mamie, à Papara. À Papara, une petite ville. Il fait bon vivre là-bas. Et vous savez, plus j'avance dans cet audio, et moins j'ai envie de mettre le focus sur les aspects négatifs de vivre à Tahiti quand tu es Franny. Ce que j'apprécie particulièrement chez les Polynésiens, en tout cas ceux qui habitent à Tahiti, c'est leur simplicité et leur gentillesse. Et là, vous allez me dire, t'es contradictoire, mec. Oui, je suis contradictoire. Telle est la confusion dans laquelle je me trouve. J'apprécie vraiment les Polynésiens, mais s'intégrer en Polynésie quand t'es français, tout en restant vrai, ce n'est pas chose aisée. Un grand merci à la politique française, sans oublier la religion, d'avoir fait du mal à un peuple, d'avoir fracturé la nature. Et nous, Français de souche, notre fardeau, c'est vos erreurs. Et c'est en partie pour ça qu'on est mal vu à Tahiti. Ce n'est pas pour autant que je passerai au-dessus des insultes sales qu'on m'a jetées au visage, gratuitement, et par pur racisme. Sachez que cet audio n'est vraiment pas facile à réaliser. Je me dois cependant de garder le cap de mon propos. Alors maintenant, je vais aborder 2 points. Le premier, c'est sur les Français de souche qui sont à Tahiti et qui y vivent depuis longtemps. Le second, c'est sur les Français de souche qui sont de passage dans les dom-toms du secteur médical, paramédical et des fonctionnaires. Alors là, même si je parle de Tahiti et de la Polynésie, Et on est d'accord, ça ne concerne que moi et c'est uniquement mon opinion, mon expérience et mon vécu. et étrangement, dans les dom-toms, puisque j'y ai habité pendant de nombreuses années, c'est à peu près toujours le même schéma avec ce type de personnes. Bon, alors moi, fraîchement de retour, tout en motivation, il fallait que je bosse.
Et ça ne s'est pas passé exactement comme je l'aurais souhaité. J'ai eu une expérience plutôt folle au travail avec une Française bien blanche de peau. Alors désolé pour l'aspect racialiste de mon verbiage. Mais l'humanité n'est-elle pas si belle dans toute sa diversité? Bon, enfin, une Française de souche mariée à un Polynésien. Moi-même, ma femme n'est pas française et je ne suis ni pour ni contre le métissage. Donc la première fois que j'ai travaillé pour cette personne, tout s'était bien passé pendant la session de travail, autant avec les clients qu'avec les collègues. Puis vient le moment du repas, en fin de journée. On parle de tout et de rien, on se restaure. Fin de journée, quoi. Ça se passait bien. Aucune conversation glissante, pas de politique, pas de religion, pas de conversation d'ordre social. Bon, quand on est honnête, on sait très bien que quand on parle de ces sujets-là, il y a de fortes chances que ça parte un peu en vrille. Et alors là, je ne sais pas ce qui se passe dans son cerveau. Entre deux parts de pizza, la nana me prend à partie devant tout le monde et me dit: J'espère que toi, t'es pas comme tous les autres Français, à arriver ici, à croire que t'es en terrain conquis et que t'es supérieur à tout le monde. Là, l'ensemble de l'équipe, constituée principalement de Polynésiens, ils étaient en train de me regarder, l'air gêné. Et l'autre, elle continuait à me cracher au visage son venin. Et de toute façon, personne n'allait rien dire. C'est elle qui donnait le travail. Cette garce jouissait de son statut de conjointe de Polynésien. Et puis avec ce que j'ai appris par la suite, apparemment, elle profitait du statut professionnel de son mari pour obtenir des contrats. Alors là, ce genre de Français et Françaises de souche, prêt à tout pour bien se faire voir et se faire accepter, quitte à insulter ses propres frères et sœurs, et en public, comme si cracher sur ta race te fera devenir polynésienne meuf. Surtout qu'au premier conflit politique, ça sera la première à chialer en disant qu'elle est française et qu'elle vient d'Auvergne. Et loin de moi était l'idée de généraliser. Mais en arrivant à ce stade-là, je me posais encore plus de questions. Et ce n'est pas la seule. J'ai rencontré un poil de carotte, aussi faux qu'une fausse vache qui rit, et je le voyais dans son regard. Ce mec n'appréciait pas les Polynésiens, mais les Polynésiens ne l'appréciaient pas non plus en retour. Et pour se faire apprécier, la même méthode, la classique, l'unique, dénigrer sa race. Pour moi, ces gens-là, c'est des colons et des vrais. Et il y a aussi les petits Français qui viennent dans les dom-toms. Bon, vous savez de qui je parle. Tous ceux qui bossent dans le paramédical, le médical et aussi les fonctionnaires. Toutes ces personnes qui vivent en coloc pour les plus jeunes et pour les plus adultes qui cumulent 2 salaires. J'ai rencontré un mec, un fonctionnaire. Il me racontait qu'avec sa femme, donc à 2, il cumulait 10 000 € de salaire mensuel. Et en ce qui concerne tous les petits jeunes qui sont dans le paramédical, je suis pas en train de dire que c'est pas des bosseurs. Et s'ils sont là, c'est qu'il y a un besoin. Mais ils sont là que pour un certain temps. Et ils ont pas tous une envie concrète de s'intégrer. Pour moi, l'assimilation, c'est une bêtise. Mais l'intégration n'est pas non plus dans leur logiciel. Ils vivent entre eux, ils ne se mélangent pas, et quand ils ont fait leur oseille, ils se barrent. Je ne fais pas de généralité. Mais les avertis le savent, ce que je dis, c'est vrai. Et bien évidemment que nous les humains, nous tendons à vivre avec nos semblables, et que nos cultures respectives nous sont chères. Mais quand on choisit de vivre dans un dôme ou un tome de France, On se doit de s'intégrer un minimum. Ensuite, si ça marche, tant mieux, et si ça ne fonctionne pas, tant pis. Mais au moins, le job, il aura été fait. alors, puisqu'une fois n'est pas coutume, et faut bien rendre grâce au bélier tête de mule que je suis. Mais faut que je me l'avoue, j'étais quand même le spécialiste des mauvaises décisions. Moi, c'était comme ça. Il y avait plusieurs possibilités. Alors, il y avait plein de chemins prometteurs, plein de belles perspectives. Et puis, il y avait un chemin bien merdasse. Et puis, moi, je te le donne dans le mille. Bah, je fonce dans le chemin bien merdasse. Et j'y vais franchement. Et j'y vais tellement franchement que pour sauver ma peau, j'ai quitté Tahiti. Plusieurs mois se sont écoulés. Et après une période d'introspection et de remise en question, peut-être que c'était une crise de la quarantaine légèrement dépassée, ou encore un burn-out. Apparemment, c'est dans l'air du temps. J'aurais peut-être pu me trouver encore pas mal d'autres excuses. Mais non, c'était plutôt une sévère sanction que je m'étais moi-même infligée, à force de m'être trahi et de trop rarement avoir pris le temps de m'écouter. Et par le plus grand des hasards, sur ma route, j'ai rencontré ma femme. Et de cette union naîtra une petite fille. Bon, c'est la réalité, mais la féerie, ça va 5 minutes. Et puis, nous les adultes, on ne va pas se le cacher, on préfère laisser ça aux enfants. Et si tu es encore là à m'écouter et que tu ne m'as pas zappé, c'est certainement que tu as envie d'aller jusqu'au bout. Alors, comme on dit à l'île de la Réunion, allons, allons. La vie est faite de persévérance, d'autant plus que quand on est attaché fortement à un endroit, en l'occurrence, moi, c'était la Polynésie, c'était Tahiti. Avec ce que l'île offre en matière de glisse et cette vie rurale sous les tropiques que j'appréciais tant, il fallait que je remette ça une 3e fois. D'autant plus que cette fois-ci, je n'étais pas seul. Et oui, la vie m'avait offert à un moment où je ne souhaitais plus rien, finalement ce que je souhaitais depuis toujours. Et il ne se passe pas un jour sans que je ne remercie.
Alors pourquoi revenir à Tahiti une troisième fois? Et étant devant le fait accompli, je m'avouais que toutes mes tentatives étaient un échec. Mais alors pourquoi revenir? Non, je sais ce que tu penses. Mais je sais ce que tu vas me dire. Mais maintenant, moi aussi, je le pense. Pourquoi retenter une troisième fois cette aventure? Qui plus est, accompagnée de ma femme et de notre enfant. Je parle là de responsabilité et d'engagement. Eh bien, je suis une personne qui apprécie la nature, les grands espaces et l'océan. Et le peuple polynésien est un peuple qui avant tout respecte son environnement. Ce n'est certainement pas à Tahiti que tu verras quelqu'un jeter ses déchets par terre, sur la plage, au bord de la route ou encore dans un terrain vague. Alors ça peut peut-être arriver, les humains sont des humains, mais là pour le coup, ça serait vraiment un cas isolé. Alors avant tout, revenir à Tahiti, c'était pour offrir à notre fille un environnement, un cadre de vie naturel et respecté, avec l'idée de pouvoir pérenniser cette aventure et faire découvrir à ma femme une autre culture que la sienne. Ma femme est indonésienne et par le passé, il y a bien des millénaires de cela, le peuple polynésien a eu des échanges avec le peuple indonésien et même de façon indirecte. Et dans l'idée, cette installation avec ma femme et notre fille pouvait avoir un certain sens en quelque sorte. Et je ne suis pas certain qu'à cette époque, même lointaine, je ne pense pas que les échanges entre ces deux peuples auraient été ponctués d'explosions nucléaires. Après 5 heures de vol, l'avion arrive enfin à Tahiti. Nous atterrissons en pleine nuit, je dois le dire un petit peu fatigué après ce voyage, surtout la petite. Mais revenir à Tahiti, et cette fois en famille, était une chose importante. Table rase sur le passé, j'oubliais tout ça. Il y a du bon dans l'humain. Je ne souhaitais ni faire d'amalgame, ni de généralité. Ce que je souhaitais, c'était uniquement offrir à ma femme et ma fille un environnement sain, naturel, préservé au plus possible et continuer naturellement sans se poser la question ce travail d'intégration. Tout bonnement vivre, rencontrer de nouvelles personnes, qui plus est en famille cette fois-ci, reprendre mon activité professionnelle, avoir une vie simple, rien de plus, rien de moins. À Tahiti, il est 2 heures du matin. À la descente de l'avion, je vois les lumières de la ville qui brillent. Je me sens bien, apaisé. Ça faisait plusieurs mois que je préparais ce retour. Mon organisation fut méthodique, pas à pas. Entre nos affaires à organiser, l'obtention du visa pour ma femme, la réservation des billets, la recherche d'un logement à distance. Et pour le coup, on a eu de la chance. Alors oui, j'ai dû montrer patte blanche. J'allais pas revenir à Tahiti avec un enfant en bas âge, sans savoir où dormir. C'est pour ça que cette maison à Hawaii était vraiment tombée à pic. Un petit peu cassée par le voyage, ma femme portait la petite, moi je m'occupais des affaires. L'ensemble des passagers du vol étaient invités à se diriger à pied vers l'aérogare. Et malgré cette heure plus que matinale, à l'intérieur du hall, les musiciens locaux nous accueillaient en musique. En passant devant eux, je voyais ma femme qui souriait malgré la fatigue accumulée. Et ça m'a fait plaisir. Alors même si c'est orchestré, folklorique, c'est plutôt sympa et c'est une bonne façon de souhaiter la bienvenue. Pendant qu'on se dirigeait tous vers la police aux frontières, j'envoyais un message à mon pote qui venait nous chercher pour savoir s'il était bien arrivé. Allez, encore quelques minutes. Plus qu'une petite formalité et nous pourrons dire que nous sommes arrivés à bon port. Je commençais à détecter dans le regard de ma femme l'épuisement. Elle était avec la petite dans ses bras et pour elle, c'était pas évident. Après un petit moment d'attente, c'est enfin notre tour. L'agent de la police aux frontières nous fait signe d'avancer. Donc moi, j'étais heureux d'être revenu, que le voyage se soit bien passé. Je me présente devant le comptoir, saisis nos 3 passeports, et de suite, je vois bien que son regard n'est pas très amical. Bon, après, je suis conscient que le mec, il n'est pas payé pour faire des sourires. Mais bon, il est 2 heures du matin, on est tous fatigués, et puis ça va, il est pas en train de porter des cartons dans une usine. D'autant plus que c'est la première personne que l'on voit quand on arrive en Polynésie. Bon, c'était pas très agréable, mais c'était pas grave, l'essentiel c'était qu'on soit arrivé à bon port. Je commence par présenter mon passeport et celui de ma fille. Étant donné que nous avons 2 passeports français, il effectue son contrôle, puis je lui fournis le passeport de ma femme. Et là, pour mon retour à Tahiti avec ma petite famille, ce fut légendaire. Donc déjà, c'était un mec antipathique, c'était un Tahitien. Bon, ça aurait pu être un Français blanc, mais là, c'était un Tahitien. Donc j'ouvre le passeport de ma femme et je présente le visa officiel estampillé par l'ambassade de France et validé par les autorités polynésiennes. Là, le mec, il prend le passeport dans ses mains. Il l'éloigne de son visage et regarde le visa tout en regardant ma femme qui est assise dans le fond puisqu'elle est avec la petite dans ses bras. Et là, le mec, il me dit normal, sèchement, elle vient faire quoi elle ici ? Bon, et là, j'essaye de pas m'énerver, je reste diplomate. Dans un premier temps, je ne m'attarde pas sur sa façon de parler, mais plutôt sur le visa et sa validité. Mais là, j'étais face à un débile de raciste. Je vais pas passer par 36 chemins. À ce moment-là, oui, j'avais pas ce recul et je ne pensais pas ça.
J'étais encore dans la bienveillance. C'est un cas isolé, il est fatigué, et puis après tout, il fait son travail, il est rude, ça peut arriver. Mais il nous a bloqué 45 minutes avec une enfant en bas âge. C'est clair, il ne restait plus que nous. Il me disait que le visa n'était pas valide, il insistait sur le fait que ma femme ne devait pas être ici, il ne me présentait aucun argument concret qui stipulait que le visa de ma femme était invalide. Tout ça, ça a duré 3/4 d'heure. Sauf que moi, après 15 minutes à avoir écouté ces arguments à 2 balles, je commençais à m'énerver. De toute évidence, il ne faisait pas bien son travail, il nous méprisait du regard, il était en train de jouir de cette situation. Gros raciste qu'il était. Il n'arrêtait pas de faire des allusions sur le fait que ma femme n'était pas la bienvenue en Polynésie. Il a été jusqu'à me dire que s'il le voulait, il nous interdisait à tous les 3 l'entrée sur le territoire de Polynésie, que nous n'avions qu'à attendre toute la nuit, sur un banc, avec une petite de 6 mois, derrière, tous les 3, sans avoir accès aux toilettes ni rien, en me disant avec mépris que ce n'était pas son problème, que nous n'avions qu'à acheter un billet retour pour quitter le territoire. Au bout d'un moment, je n'ai plus eu envie de parler avec lui. Je lui ai dit sèchement, je ne veux plus parler avec vous, je souhaite parler à quelqu'un d'autre, votre supérieur, votre responsable, peu importe, mais avec vous, c'est terminé. L'histoire commençait à prendre une mauvaise tournure, d'autant plus que pour certains pays, les visas sont validés avant de prendre l'avion. Et puis le visa de ma femme était validé à 100%, il n'y avait aucun problème. Après tout ça, enfin, sa responsable a fini par venir. Elle a pris le visa de ma femme, elle a regardé ma femme, elle a regardé le visa et elle nous a dit « C'est bon, vous pouvez passer » d'un air totalement neutre. Pour la petite histoire, nous avions décollé d'Indonésie. Et moi, en Indonésie, je suis un étranger. Et au moment du départ, là-bas, quand nous passions la douane, l'agent de la police aux frontières indonésienne a informé ma femme que pour faciliter mon potentiel retour à moi, étranger dans leur pays, qu'il m'était possible et fortement conseillé d'effectuer la fermeture de mon visa en ligne, afin de me faciliter la tâche pour l'obtention d'un nouveau visa dans l'avenir. Et ce mec-là n'était pas payé non plus pour nous donner ces informations. Il l'a fait de bon cœur, avec le sourire, pour nous avantager. Pour m'avantager, moi, l'étranger. Un sérieux contraste quand même. Moi qui travaillais sur moi depuis plusieurs mois pour pas faire d'amalgame, pas ressasser le passé, aller de l'avant et positiver. Oui, parce que quand tu arrives en tant que touriste, tu ramènes de l'oseille. Par contre, quand tu arrives en tant que Français et que tu ne viens pas pour des vacances, là, c'est une autre affaire. D'autant plus que ma femme, qui n'avait rien demandé, elle s'est pris le mur de la réalité en pleine face. Apparemment, c'est ça aussi l'hospitalité polynésienne. Bref, vu qu'à ce moment-là, j'étais encore en train de me voiler la face, Ah, surtout pas d'amalgame, c'est un cas isolé. et vu que là, ça a touché ma femme, avec un grand F, la mère de notre fille, sans que je m'en rende compte, c'est peut-être à ce moment-là que ça a cassé quelque chose en moi. Mais on était là. Il était maintenant 3h du matin. Nous étions devant l'aéroport. Mon pote était là, fidèle au rendez-vous. Il nous attendait. Et finalement, peut-être que cet imbécile de la police aux frontières, Ce n'était qu'un cas isolé. suite à ça, je me raccrochais à Tahiti. Je me raccrochais à l'île. Je me raccrochais aux vagues, à la glisse, à ma recherche d'emploi, pour ma femme, pour notre fille, pour notre bien-être. Et puis passons. Après tout, j'en avais bien vécu des histoires compliquées. Et puis ce qui me raccrochait à cette terre avait plus de valeur à mes yeux que des bassesses humaines qui n'en valaient pas la peine. Nous habitions au creux d'une petite ravine, à 5 minutes à pied d'une petite plage en bord de route. Assez dangereuse d'ailleurs. Et c'est sur ce petit spot que ma fille a pris ses premières vagues. J'étais heureux de faire découvrir Tahiti à ma femme. On était bien organisés, on avait une petite voiture pour nous déplacer, on était bien installés et on avait ce qu'il fallait. Et au regard du coût de la vie, qui avait encore augmenté, j'avais tout intérêt à me booster pour trouver du job. Vivre à la presqu'île, c'est vivre simplement. Et en étant honnête, ce n'est pas tout le monde qui pourrait apprécier cette vie. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Pas énormément d'activités, pas de galeries commerciales. Et encore une fois, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais nous, cette petite vie rurale, on l'appréciait. Vivre à la presqu'île à Tahiti, c'est magnifique. Besoin d'air frais? Allons au Belvédère. Ça sent bon la campagne et la vue panoramique est superbe. Sans parler que de l'autre côté, sur la route de Toahutu jusqu'à Te Aupo'o, bon bah c'est chouette aussi hein. À la presqu'île, il y a des endroits exceptionnels, des lagons magnifiques et préservés. Rien que pour tout ça, vivre éloigné de la ville n'était pas un problème. Il est vrai que mon chemin fut semé d'embûches. Et quand tu n'as pas trop de moyens, aller s'installer en Polynésie et vivre à Tahiti, eh bien ça se mérite. Et comme dans tout bon film, il y a un début et une fin. J'ai dû faire face à une énième interaction qui, pour ainsi dire, m'a radicalisé. Alors certainement, je vous l'accorde, ma naïveté et mon aveuglement face à la réalité m'amenaient à sentir sur ma peau le vent qui soufflait et à voir le soleil qui brillait sur le cul des chiens. Mais cette fois-ci, ce fut vraiment la fois de trop. Je surfais sur un petit spot tranquille, un spot de débutant. Bon, la vague est sympa, mais ça casse pas 3 pattes à un canard.
Bon, je commençais à me sentir à l'aise avec mon surf, je commençais à shooter de plus en plus de vagues, et ça faisait 3-4 jours que je pratiquais ce spot. Bon, soyons d'accord, j'avais déjà repéré 2 têtes de cons. J'essayais de pas rentrer trop en interaction avec eux, de faire mon surf, de respecter les priorités, et puis voilà quoi. Oui, je respecte le localisme, hein. Bah oui, j'arrive un tant soit peu à comprendre ce concept. Donc en effet, je montre patte blanche, je ne suis pas du genre à mettre mes pieds sur la table quand je ne suis pas chez moi. Donc le spot marchait bien, il y avait des vagues pour tout le monde, je ne snakais ni dropais personne. En revanche, moi, on me snakait à répétition. N'étant pas débile, j'étais en train de comprendre qu'on me poussait à sortir de l'eau et que personnellement, moi, à l'école primaire, ça faisait déjà plusieurs années que ça faisait partie de mon passé. Donc à ce moment-là, moi, je me suis dit, écoute, tu prends 2 petites vagues et sur ta dernière, tu sors. Voilà, entre 2 snakes, je prends ma première vague, ensuite je remonte, histoire de roder mon petit taxi. Et là, il y a l'énervé du spot qui arrive face à moi, qui me parle d'une façon hyper agressive en me disant que j'avais droppé son pote alors que pas du tout. Et voilà, sans le vouloir, j'étais encore plongé dans une histoire de CM2. J'avais quand même tenté d'essayer de le raisonner, et sans faire ma baltringue, puisque de la façon avec laquelle il s'était adressé à moi, c'était concrètement très injurieux. Mais ça ne lui a pas plu à monsieur. Suite à ça, il m'invitait à quitter le spot de surf, et je tiens à le dire, de façon très respectueuse et courtoise, tout en m'invitant à ne plus jamais y revenir. Ouais, t'as compris que c'était du 2e degré, et que le mec il me parlait comme si j'étais de la merde. Donc ça m'a bien cassé la tête, d'autant plus que ce spot, il était pas méga, mais du coup pour s'entraîner en surf, c'était une bonne vague. C'était emmerdant quand même. Et le lendemain, j'y suis retourné. Je me disais que je pouvais peut-être le rencontrer, parfois la nuit porte conseil, Et peut-être qu'on pourrait parler et trouver une solution. Je partais du principe que quand on a 40-45 ans, en général, on se doit de ne plus être un enfant. Donc le lendemain matin, je me pointe, je me gare, je prépare ma planche de surf en me disant que j'allais certainement le rencontrer. À ce moment-là, j'étais en train de waxer la planche de surf. Et puis j'entends au loin un mec qui siffle et qui braille. Nul doute, c'était lui. Moi qui voulais parlementer avec lui autour d'un petit café, c'était mal barré. Donc il s'approche, il me parle mal, il m'insulte, il va jusqu'à me pousser, à me menacer de casser ma voiture si je rentre dans l'eau et aussi casser ma planche. Il me dit qu'il n'appréciait pas les popas comme moi, les frannis comme moi, que je n'étais pas le bienvenu, tout en me disant en même temps qu'il n'était pas raciste, qu'il y avait des Français qui surfaient ici et que eux, contrairement à moi, apparemment, ils étaient respectueux. La seule réalité, c'est que là, nous ne parlons pas de respect, nous parlons de soumission. Et ce qui ne lui plaisait pas, c'était que d'une, je souhaitais lui parler d'homme à homme en tant qu'adulte, et que de 2, je n'étais pas d'accord pour courber les chines et lui donner mes fesses. Donc toute cette embrouille d'un niveau maternel est basée sur un tissu de mensonges, avec à la finale, encore une fois, Popa a ceci, Franny cela. Oh que oui, j'ai mis du temps à comprendre. Il m'en a fallu du temps pour comprendre. Après toutes ces années, à avoir fait des efforts, à ne pas vouloir amalgamer, à me voiler la face, j'admettais enfin qu'à ce moment-là, et grâce à cette personne, oui, c'est un surfeur à la con dans sa matrice de localisme, mais c'est pas ça le problème, il y en a partout des gars comme ça. En plus, à Tahiti, la majorité des mecs qui sont positifs, et je me suis toujours arrangé pour surfer, disons, les spots qui pour moi étaient les plus Zion. Et malgré tout ça, oui, j'admettais à ce moment-là que pour moi il était temps de quitter Tahiti. Et cette fois-ci, pour ne plus y revenir. Oui, j'aime Tahiti. J'aime la terre. J'aime l'océan. J'aime les lagons, les poissons, les rivières. J'aime manger le taro, le uru. J'aimais me promener dans les forêts mystiques de Moorea, jouer de la percussion sur les racines des arbres, ressentir l'énergie des esprits de leurs ancêtres partis. Et là, je ne te parle pas du mana souillé par la bière Inano. J'aimais me laisser envoûter par les déclamages. Orero. J'aimais nager jusqu'au Maoti quand la vague était grasse et que le ciel était gris. J'aimais acheter mon poisson sur le bord de la route, me satisfaire d'une discussion avec tonton qui parlait à Popa en mangeant son casse-croûte. Mais je ne pouvais plus accepter. Je ne pouvais plus pardonner. Impossible pour moi de me dire encore une fois, c'est un cas isolé. Car quand le cas n'est plus isolé, ce n'est plus un cas isolé. Je n'avais plus de force. Je n'avais plus envie. Ras-le-bol des gens faux culs. Ras-le-bol des viennoiseries. Donc voilà. Ma conclusion, c'est qu'après presque 5 années passées à Tahiti, en Polynésie, j'ai fini par accepter la réalité. Cette réalité qui, petit à petit, m'a fait comprendre que je n'ai jamais été le bienvenu en Polynésie. Et c'est pas faute de ne pas avoir fait d'efforts. Ce n'est pas non plus à cause d'un manque de volonté, ni parce que chez vous, moi, je me suis mal comporté. C'est tout simplement parce que j'ai la peau blanche, parce que je suis français, parce que quand vous me regardez, vous avez l'impression de voir le gouvernement français.
Voilà, donc je vous ai partagé mon vécu sur ces quelques années passées en Polynésie. J'ai été le plus juste selon mon expérience et je souhaite au peuple polynésien l'indépendance. Nous, Français de souche, nous sommes gouvernés par des traîtres. Ces traîtres qui nous gouvernent et qui sont actuellement en train d'orchestrer la colonisation de nos terres. Et ce sont ces mêmes traîtres qui vous ont colonisé, vous, peuple de Polynésie. Et d'ailleurs, si on va par là, arrêtez d'aller à l'église, et arrêtez surtout d'envoyer vos enfants à l'armée française. Bref, c'est quand même facile de taper sur le petit français ou la petite française qui cherche à s'intégrer dans votre pays. Et puis, quand on voit le président français, aussi traître soit-il, quand il arrive dans votre pays, il est accueilli avec une cérémonie, des chants, des percussions, de la danse, des couronnes de fleurs. Vous êtes sérieux? Mais bon, après tout, c'est moi qui ai la peau du prépuce qui pue. Voilà, aujourd'hui je me suis lavé, maintenant ça sent bon, et ce voyage, parsemé d'étapes, m'a fait comprendre que quoi que je fasse, ça la fera pas. Et moi, je suis pas la République française, t'as capté ou pas? Et aussi, je suis pas convaincu qu'il y ait tant que ça de mauvais Français en Polynésie. Et j'en ai rencontré pas mal qui ont été très déçus. Parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir retourner sa veste. Et je pense sincèrement que c'est la seule solution pour se faire accepter. Donc, si tu n'en es pas capable, ne force pas. Sinon, ça finit comme une relation toxique. C'est simple, on ne veut pas de moi, je pars. J'ai essayé et la graine n'a pas germé. Je suis parti et j'en suis ravi. Les Polynésiens sont un peuple millénaire. Le peuple français aussi.